De Voronezh, de Stalingrad et du Caucase, des abords de Leningrad et de Moscou, les Russes s'étaient élancés pour reconquérir près d'1,6 million km² de territoires occupés par les forces nazies. À El Alamein, aux confins de l'Égypte, les troupes de l'invasion nazie avaient été stoppées, puis refoulées. Les forces américaines, anglaises et celles de la France libre avaient totalement libéré le continent africain. La reddition des 3 îles forteresses de Mussolini, Pantellaria, Lampedusa et Lenosa, permit à nouveau à la Royal Navy d'établir sa suprématie sur les eaux de la Méditerranée. Le déferlement des victoires alliées firent s'écrouler les bastions de la périphérie de l'Europe occupée. Le 9 juillet, à minuit, 3000 bateaux de guerre naviguant du sud, de l'est et de l'ouest, de la Méditerranée, d'Alexandrie, de Sousse, de Sfax, d'Alger et même d'Écosse se donnèrent rendez-vous au large des côtes de l'Italie du Sud. À l'aube, 14 000 hommes des armées anglaises, américaines et des forces françaises libres, surgissant de navires de débarquement spécialement conçus, se ruèrent sur le sol italien avec 1400 véhicules, 600 tanks et 1800 pièces d'artillerie sous le commandement du général Eisenhower. Les Anglais à l'ouest, les Américains à l'est et les Canadiens au centre entamèrent une progression rapide. Syracuse tomba le premier jour. Catania, 3 semaines plus tard. Les Américains prirent Agrigente en 7 jours et Palerme en 12. Et le 10 août, ils rejoignirent la 8e armée britannique à Bronte. La Sicile était perdue pour les forces de l'Axe. 75 000 tankistes allemands avaient été pilonnés par des bombes et des obus. Ils combattirent désespérément, freinant les offensives des alliés du mont Etna au détroit de Messine et faisant sauter les routes de Corniche derrière eux. Messine capitula 38 jours après le débarquement. Toute la Sicile, que Mussolini prétendait imprenable, était désormais aux mains des Alliés. Les effets de la première défaite allemande sur le sol européen furent immédiats. Le 3 septembre, les nations alliées et le gouvernement italien signèrent une armistice à Syracuse, tandis que l'armée britannique franchissait le détroit de Messine sous la protection des tirs des canons du général Montgomery. Une semaine plus tard, Mussolini, le premier des dictateurs de l'Axe, prenait la fuite, abandonnant son propre peuple. Le 9 septembre, la marine de guerre italienne, en signe de reddition, vint s'amarrer à Malte sous la surveillance des canons alliés. Et la 5e armée anglaise et américaine, commandée par le général Mark Clark, s'installa fermement sur les plages de Salerne, protégée par les canons lourds de la flotte alliée. Si la traversée du détroit de Messine fut une promenade, à Salerne, ce fut l'enfer. Le 1er octobre,
Naples fut la première grande ville de l'Axe à tomber. La même semaine, Capoue fut prise. En 3 semaines, la ville la plus stratégique, avec ses nombreux champs d'aviation militaire, Foggia, en ruine, fut envahie. Mais alors que les pluies d'automne grossissaient, les torrents des montagnes, les premières neiges d'hiver recouvrirent les montagnes de la chaîne des Apennins. La campagne militaire qui avait si bien commencé dut ralentir, puis stopper en plein combat. Le relief des montagnes italiennes permettait une défense très efficace et les Allemands se battirent furieusement pour chaque pic, chaque falaise. Chaque village en altitude devint une citadelle et chaque cave un nid à mitrailleuses. Les Alliés durent engager des combats très durs pour déloger les Allemands roc par roc et des mers de boue que l'on n'avait pas vues depuis la bataille des Flandres immobilisaient les tanks. À l'est, un autre front s'était ouvert sur 3000 km, s'étendant de Novaï à Bestek, au fleuve Dniepr et à la région de Taman. L'offensive d'été des Russes s'était poursuivie sans s'arrêter. On sentait maintenant que la durée de la guerre en Europe allait dépendre des facultés de récupération des troupes allemandes en Russie. Mais les batailles et les armements qui jusqu'ici avaient eu lieu en été affrontaient maintenant l'hiver. La percée russe dut ralentir. Les Allemands purent alors relancer leurs offensives en lançant des contre-attaques incessantes. Entre le 5 juillet et le 5 novembre, ils perdirent 2 700 000 hommes tués au combat ou blessés ou faits prisonniers et d'énormes quantités de matériel. 144 divisions allemandes furent battues sur le terrain et une superficie équivalente aux 2 tiers de l'Allemagne fut libérée par les Russes. À la fin du mois de décembre, les Russes réalisèrent une avancée victorieuse à partir de Kiev, menaçant de diviser les forces allemandes aux abords du Dniepr. Les combats furent très durs. Les Allemands réalisaient que leur front de la Baltique était menacé et que ces mois d'hiver interminables avantageaient les Alliés, dont les frappes incessantes commençaient à faire vaciller l'armée nazie. En Bosnie, les armées de libération du maréchal Tito, approvisionnées en armes, parachutées par la Royal Air Force ou transportées sur l'Adriatique par la Royal Navy, assénèrent des coups très durs aux divisions allemandes, pourtant très expérimentées. En mer, les nouvelles frégates d'escorte anglaises mirent fin à la suprématie des sous-marins allemands. La fameuse définition de l'amiral Dönitz, déclarant que ces U-boats étaient des hordes de loups, n'avait plus de sens. Des porte-avions d'escorte légers accompagnaient les convois à travers les 800 km non protégés de l'Atlantique qui jusqu'ici avaient été le joyeux terrain de chasse des sous-marins allemands. Le nombre des navires marchands coulés en décembre 1943 fut le plus bas en 2 ans et demi, et celui de janvier 1944 le plus bas de toute la Deuxième Guerre mondiale. Certes, les Alliés perdaient toujours des cargos, mais le nombre des sous-marins allemands coulés dépassa celui des disparitions des navires de transport alliés. À l'extrême nord, la bataille fut beaucoup plus dure. Les bateaux transportant les véhicules et les tanks vers la Russie se battaient avec acharnement dans les flots de l'Arctique, là où un homme à la mer ne peut survivre que 5 minutes. Ils étaient sans arrêt attaqués par des sous-marins ou par des avions torpilleurs qui volaient par vagues de 30 appareils.
Mais 88% des cargos arrivèrent sains et saufs à Mourmansk. Et pour couronner la fin de l'année 1943, le 26 décembre, l'un des plus formidables cuirassés allemands, le Scharnhorst, fut attaqué par la marine de guerre britannique. Le cuirassé fut coulé, sans laisser de survivants, par le HMS Duke of York. Les Alliés gagnaient la bataille des mers. Winston Churchill déclara que la guerre connaîtrait son tournant décisif le jour où les Alliés envahiraient l'Europe de l'Ouest en 1944. En réponse, Hitler ne put qu'adresser à ses concitoyens une injonction pleine de menaces. En décembre, à la réunion de Téhéran, les Alliés se mirent définitivement d'accord sur le calendrier et le déroulement des opérations militaires contre l'Allemagne. Le monde apprit alors le nom de ceux qui allaient commander les forces alliées sur le continent européen. Le commandement suprême était confié au général Eisenhower. Le sous-commandant en chef était l'Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder. Les commandants en chef sur le terrain étaient le général Sir Bernard Montgomery et le lieutenant-général Omar Bradley. Le commandant en chef des forces navales alliées était l'amiral Ramsey. À l'Est, le talent, l'expérience et l'habileté des chefs russes, Zhukov, Pozovsky, Konev, Tobilken et Malinovsky, les confirmèrent dans leur rôle. L'offensive russe continua sans s'arrêter vers la Lettonie et la Pologne, et les derniers Allemands furent expulsés de la Russie blanche et de l'Ukraine. L'Angleterre devenait maintenant le centre nerveux de la guerre. La dernière scène du dernier acte se mettait en œuvre. Le prélude stratégique avait démarré sur les aérodromes militaires britanniques. À travers l'Europe occupée, les populations levaient les yeux, réconfortées par le nombre des traînées de vapeur qui striaient le ciel. Elles étaient chaque jour plus nombreuses. Trois batailles majeures eurent lieu durant l'offensive aérienne de 1943. Le bombardement de la Ruhr commença le 5 mars à Essen. Celui de Hambourg se déroula du 24 juillet au 3 août. Le 18 novembre, Berlin fut à son tour bombardé. Les avions bénéficièrent alors d'innovations terriblement efficaces. Avec le radar et de nouvelles techniques de suivi de terrain, les bombardiers britanniques n'avaient plus besoin de la lumière de la Lune pour s'orienter. Ils pouvaient déverser leurs bombes nuit après nuit, avec une précision de 2 à 300 mètres. Ils étaient guidés et contrôlés par des rayons radars émis d'Angleterre. Pour le seul mois de janvier 1944, la Royal Air Force de nuit et l'Air Force américaine de jour pilonnèrent sans arrêt Berlin. Le nombre de bombes déversées sur la capitale allemande dépassa celui qu'avait reçu Londres depuis le début des hostilités. Berlin fut dans le monde la cité la plus lourdement bombardée de toute l'histoire de la guerre. D'autres bombardiers pilonnaient les transports, les usines et les stocks de pétrole nazi. Le nombre de chasseurs allemands abattus dépassa celui de la bataille d'Angleterre.
En Méditerranée aussi, les avions alliés participaient aux grandes manœuvres stratégiques. Des bombardiers anglais et américains étaient rejoints puis escortés par des chasseurs russes pour aller se ravitailler en carburant sur les aérodromes en Russie. Leur itinéraire de combat se déroule en 3 étapes: Méditerranée, Russie, Allemagne. Les perspectives des Alliés s'illuminaient, celles des Allemands devenaient sombres. Retranchés derrière le mur de l'Atlantique à l'ouest, leurs navires furent exclus de la Manche et des mers étroites adjacentes par les avions du Coastal Command et les forces maritimes côtières légères. Leurs installations radars étaient repérées avec une grande précision, puis détruites par les avions lanceurs de roquettes, les Typhoons. Mais en janvier 1944, la Luftwaffe riposta en lançant des raids destructeurs sur Londres et les régions du sud-est. Mais la Luftwaffe, qui n'était que l'ombre d'elle-même, paya très cher cette offensive. Durant ces 23 raids, 176 de ses avions furent abattus. En avril, la Royal Navy s'attaqua à sa dernière grande cible. Le cuirassé allemand Tirpitz fut immobilisé par une attaque d'avions anglais embarqués dans le fjord d'Alta, puis finalement coulé par des bombardiers de la Royal Air Force. La Grande-Bretagne était devenue un porte-avions incoulable, l'arsenal et le camp armé de millions d'hommes du monde libre, soudés au sein d'une seule armée intégrée. L'île forteresse était protégée par des fougasses, des murs de feu, l'arme secrète des Home Guards. Par des batteries côtières. Par des chasseurs, et par un écran radar invisible. Dans les paisibles campagnes britanniques surgissaient en un rien de temps des villes américaines, avec leurs camps, leurs terrains d'aviation, leurs décharges. Dans des centaines de ports, dans les chantiers navals, des milliers de navires spécialisés, des plus petits aux plus grands, étaient mis à l'eau.
La nation s'acharna à mettre en œuvre le plus grand programme de construction de son histoire. Un demi-million de tonnes de caisses et d'armatures en béton, destinées à constituer les Mulberries, les ports mobiles du débarquement qui devaient être assemblés sur les côtes normandes, furent cachés dans des arsenaux civils et dans des rivières les plus larges. Plus tôt, le premier oléoduc flexible traversait l'Angleterre dans toute sa longueur. Il alimentait des stations de pompage camouflées en pavillons qui devaient envoyer 4 millions de litres de carburant chaque jour sous la Manche. Sur les terrains d'aviation des bombardiers, un nouveau procédé surnommé FIDO fit son apparition. Il permettait aux avions de naviguer sans visibilité et donc de bombarder 24 heures sur 24, quel que soit le temps. L'air des régions côtières du sud-est de Londres résonnait du rugissement incessant des blindés. Des tanks de toute taille et de toute forme s'entraînaient en des combats fictifs. Des blindés secrets transportant des ponts mobiles. Des lance-roquettes. Des lance-flammes. Dans les champs agricoles paisibles, des troupes d'infanterie s'entraînaient le plus durement possible. Ils atteignaient des niveaux records d'endurance et de résistance. Il pouvait y avoir plus de 3000 véhicules militaires qui se croisaient en une seule journée sur certains carrefours routiers. Des habitants des régions du Devon, de Cornwall, abandonnèrent leurs fermes, leurs champs et leurs villages. On y installa une école militaire alliée et un centre d'entraînement avec champ de bataille. On y enseignait les tactiques de guerre qui devaient surprendre l'ennemi sur ces plages en général dédiées aux vacances ou sur les dunes qui les surplombaient. Pendant ce temps, rien n'arrêtait la progression régulière de l'offensive d'hiver des troupes russes. Leur front s'étendait sur 180 km le long du Dniestr et elles entrèrent en Roumanie. Les Balkans étaient en danger. À la fin du mois d'août, les Russes franchirent la frontière tchécoslovaque, puis le pied des Carpates. Ils avaient libéré les 4/5 de tous les territoires russes occupés par les Allemands. Odessa tomba, ce qui mit en danger toutes les forces allemandes encore basées en Crimée. On percevait maintenant les premiers signes de préparation d'une retraite. Sébastopol, qui avait résisté durant 7 mois au siège des troupes allemandes en 1942 avant de capituler, fut repris par les fusiliers marins russes en seulement 3 jours. La déconfiture commença et d'interminables colonnes de prisonniers allemands marchaient à travers les steppes. En Italie, la ligne de front s'était enlisée et son organisation était très contestée. Mais elle connut soudain un renouveau d'activité. Les Allemands se cramponnaient avec obstination sur les hauteurs du mont Cassino et résistaient aux attaques de l'artillerie et de l'aviation alliée.
En février, la ville de Cassino, en bas de la montagne, ne fut plus qu'un amas de ruines à cause des bombardements d'une extrême violence qui la pilonnait. Les Allemands occupaient le monastère situé en haut de la montagne. Ils continuèrent à résister farouchement. Ce ne fut qu'en mai, après des combats d'une rare violence, que les derniers soldats allemands abandonnèrent les ruines du monastère. Toujours plus tard, après un très violent pilonnage des Allemands par les obus des canons géants de la Royal Navy, la 5e et la 6e armée attaquèrent ensemble la ligne de front allemande dite ligne Gustave. 4 jours plus tard, elle fut anéantie. Et surgissant de Latuno qu'elles avaient défendu avec obstination, l'avant-garde des troupes anglaises harassées firent la jonction avec la 5e armée pour prendre la route numéro 6 et par conséquent percer la ligne de front d'Adolf Hitler. Ce furent les troupes françaises qui firent sauter le verrou de cette ligne. La route de Rome était désormais ouverte. Début juin, les habitants de Rome virent enfin se réaliser ce pourquoi ils avaient prié et attendu durant 10 longs mois, la fuite des Allemands de leur ville. Le 4 juin eut lieu un signe très fort adressé au monde qui attendait un tel événement. Les Alliés défilaient dans la première capitale de l'Axe, enfin libérée, sous les acclamations délirantes de sa population. Ce même jour, en Angleterre, des millions d'hommes quittèrent leur camp d'hébergement pour rejoindre leur lieu de rassemblement, puis d'embarquement. Navires de guerre quittèrent leur port et se dirigèrent vers le sud. Et sur tous les aérodromes de l'Angleterre, des planeurs se préparaient pour un décollage massif. Aux toutes premières heures du 6 juin, dans les ports de Plymouth, de Weymouth, de Portsmouth, de New Haven et de Douvres, des milliers de bateaux de débarquement quittèrent les quais, alors que le ciel au-dessus d'eux était noir de bombardiers et de chasseurs. Et dès que les bateaux furent survolés par les avions des parachutistes, qui constituaient l'avant-garde de l'offensive, l'aube du débarquement commençait.
accompagnait les convois à travers les 800 km non protégés de l'Atlantique, qui jusqu'ici avaient été le joyeux terrain de chasse des sous-marins allemands. Le nombre des navires marchands coulés en décembre 1943 fut le plus bas en 2 ans et demi, et celui de janvier 1944 le plus bas de toute la Deuxième Guerre mondiale. Certes, les Alliés perdaient toujours des cargos, mais le nombre des sous-marins allemands coulés dépassa celui des disparitions des navires de transport alliés. À l'extrême nord, la bataille fut beaucoup plus dure. Les bateaux transportant les véhicules et les tanks vers la Russie se battaient avec acharnement dans les flots de l'Arctique, là où un homme à la mer ne peut survivre que 5 minutes. Ils étaient sans arrêt attaqués par des sous-marins ou par des avions torpilleurs qui volaient par vagues de 30 appareils. Mais 88% des cargos arrivèrent sains et saufs à Mourmansk. Et pour couronner la fin de l'année 1943, le 26 décembre, l'un des plus formidables cuirassés allemands, le Scharnhorst, fut attaqué par la marine de guerre britannique. Le cuirassé fut coulé, sans laisser de survivants, par le HMS Duke of York. Les Alliés gagnaient la bataille des mers. Winston Churchill déclara que la guerre connaîtrait son tournant décisif, le jour où les Alliés envahiraient l'Europe de l'Ouest en 1944. En réponse, Hitler ne put qu'adresser à ses concitoyens une injonction pleine de menaces. En décembre, à la réunion de Téhéran, les Alliés se mirent définitivement d'accord sur le calendrier et le déroulement des opérations militaires contre l'Allemagne. Le monde apprit alors le nom de ceux qui allaient commander les forces alliées sur le continent européen. Le commandement suprême était confié au général Eisenhower. Le sous-commandant en chef était l'Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder. Les commandants en chef sur le terrain étaient le général Sir Bernard Montgomery et le lieutenant-général Omar Bradley. Le commandant en chef des forces navales alliées était l'amiral Ramsey. À l'Est, le talent, l'expérience et l'habileté des chefs russes, Zhukov, et d'énormes quantités de matériel. 144 divisions allemandes furent battues sur le terrain et une superficie équivalente aux 2/3 de l'Allemagne fut libérée par les Russes. À la fin du mois de décembre, les Russes réalisèrent une avancée victorieuse à partir de Kiev, menaçant de diviser les forces allemandes aux abords du Dniepr. Les combats furent très durs. Les Allemands réalisaient que leur front de la Baltique était menacé et que ces mois d'hiver interminables avantageaient les Alliés, dont les frappes incessantes commençaient à faire vaciller l'armée nazie. En Bosnie, les armées de libération du maréchal Tito, approvisionnées en armes, parachutées par la Royal Air Force ou transportées sur l'Adriatique par la Royal Navy, assénèrent des coups très durs aux divisions allemandes, pourtant très expérimentées. En mer, les nouvelles frégates d'escorte anglaises mirent fin à la suprématie des sous-marins allemands. La fameuse définition de l'amiral Dönitz, déclarant que ces U-boats étaient des hordes de loups, n'avait plus de sens. Des porte-avions d'escorte légers accompagnaient les convois à travers les 800 km non protégés de l'Atlantique, qui jusqu'ici avaient été le joyeux terrain de chasse des sous-marins allemands. Le nombre des navires marchands coulés en décembre 1943 fut le plus bas en 2 ans et demi, et celui de janvier 1944 le plus bas de toute la Deuxième Guerre mondiale. Certes, les Alliés perdaient toujours des cargos, mais le nombre des sous-marins allemands coulés dépassa celui des disparitions des navires de transport alliés. À l'extrême nord, la bataille fut beaucoup plus dure.
Les bateaux transportant les véhicules et les tanks vers la Russie se battaient avec acharnement dans les flots de l'Arctique, là où un homme à la mer ne peut survivre que 5 minutes. Ils étaient sans arrêt attaqués par des sous-marins ou par des avions torpilleurs qui volaient par vagues de 30 appareils. Mais 88% des cargos arrivèrent sains et saufs à Mourmansk. Et pour couronner la fin de l'année 1943, le 26 décembre, l'un des plus formidables cuirassés allemands, le Scharnhorst, avec le radar et de nouvelles techniques de suivi de terrain, les bombardiers britanniques n'avaient plus besoin de la lumière de la Lune pour s'orienter. Ils pouvaient déverser leurs bombes nuit après nuit, avec une précision de 2 à 300 mètres. Ils étaient guidés et contrôlés par des rayons radars émis d'Angleterre. Pour le seul mois de janvier 1944, la Royal Air Force de nuit et l'Air Force américaine de jour pilonnèrent sans arrêt Berlin. Le nombre de bombes déversées sur la capitale allemande dépassa celui qu'avait reçu Londres depuis le début des hostilités. Berlin fut dans le monde la cité la plus lourdement bombardée de toute l'histoire de la guerre. D'autres bombardiers pilonnaient les transports, les usines et les stocks de pétrole nazi. Le nombre de chasseurs allemands abattus dépassa celui de la bataille d'Angleterre. En Méditerranée aussi, les avions alliés participaient aux grandes manœuvres stratégiques. Des bombardiers anglais et américains étaient rejoints puis escortés par des chasseurs russes pour aller se ravitailler en carburant sur les aérodromes en Russie. Leur itinéraire de combat se déroule en 3 étapes, Méditerranée, Russie, Allemagne. Les perspectives des Alliés s'illuminaient, celles des Allemands devenaient sombres. Retranchés derrière le mur de l'Atlantique à l'ouest, leurs navires furent exclus de la Manche et des mers étroites adjacentes par les avions du Coastal Command et les forces maritimes côtières légères. Au procédé surnommé Fido fit son apparition. Il permettait aux avions de naviguer sans visibilité et donc de bombarder 24 heures sur 24, quel que soit le temps. L'air des régions côtières du sud-est de Londres résonnait du rugissement incessant des blindés. Des tanks de toute taille et de toute forme s'entraînaient en des combats fictifs. Des blindés secrets transportant des ponts mobiles. Des lance-roquettes. Des lance-flammes.
Dans les champs agricoles paisibles, des troupes d'infanterie s'entraînaient le plus durement possible. Ils atteignaient des niveaux records d'endurance et de résistance. Il pouvait y avoir plus de 3000 véhicules militaires qui se croisaient en une seule journée sur certains carrefours routiers. Des habitants des régions du Devon, de Cornwall, abandonnèrent leurs fermes, leurs champs et leurs villages. On y installa une école militaire alliée et un centre d'entraînement avec champ de bataille. On y enseignait les tactiques de guerre qui devaient surprendre l'ennemi sur ces plages en général dédiées aux vacances ou sur les dunes qui les surplombaient. Pendant ce temps, rien n'arrêtait la progression régulière de l'offensive d'hiver des troupes russes. Leur front s'étendait sur 180 km le long du Dniestr et elles entrèrent en Roumanie. Les Balkans étaient en danger. À la fin du mois d'août, les Russes franchirent la frontière tchécoslovaque, puis le pied des Carpates. Ils avaient libéré les 4/5 de tous les territoires russes occupés par les Allemands. Odessa tomba, ce qui mit en danger toutes les forces allemandes encore basées en Crimée. On percevait maintenant les premiers signes de préparation d'une retraite. Sébastopol, qui avait résisté durant 7 mois au siège des troupes allemandes en 1942 avant de capituler, fut repris par les fusiliers marins russes. On y enseignait les tactiques de guerre qui devaient surprendre l'ennemi sur ces plages en général dédiées aux vacances ou sur les dunes qui les surplombaient. Pendant ce temps, rien n'arrêtait la progression régulière de l'offensive d'hiver des troupes russes. Leur front s'étendait sur 180 km le long du Dniestr et elles entrèrent en Roumanie. Les Balkans étaient en danger. À la fin du mois d'août, les Russes franchirent la frontière tchécoslovaque, puis le pied des Carpates. Ils avaient libéré les 4/5 de tous les territoires russes occupés par les Allemands. Odessa tomba, ce qui mit en danger toutes les forces allemandes encore basées en Crimée. On percevait maintenant les premiers signes de préparation d'une retraite. Sébastopol, qui avait résisté durant 7 mois au siège des troupes allemandes en 1942 avant de capituler, fut repris par les fusiliers marins russes en seulement 3 jours. La déconfiture commença et d'interminables colonnes de prisonniers allemands marchaient à travers les steppes. En Italie, la ligne de front s'était enlisée et son organisation était très contestée. Mais elle connut soudain un renouveau d'activité. Les Allemands se cramponnaient avec obstination sur les hauteurs du mont Cassino et résistaient aux attaques de l'artillerie et de l'aviation alliée. En février,
La ville de Cassino, en bas de la montagne, ne fut plus qu'un amas de ruines à cause des bombardements. Syracuse tomba le premier jour. Catania, 3 semaines plus tard. Les Américains prirent Agrigente en 7 jours et Palerme en 12. Et le 10 août, ils rejoignirent la 8e armée britannique à Bronte. La Sicile était perdue pour les forces de l'Axe. 75 000 tankistes allemands avaient été pilonnés par des bombes et des obus. Ils combattirent désespérément, freinant les offensives des alliés du mont Etna au détroit de Messine et faisant sauter les routes de Corniche derrière eux. Messine capitula 38 jours après le débarquement. Toute la Sicile, que Mussolini prétendait imprenable, était désormais aux mains des Alliés. Les effets de la première défaite allemande sur le sol européen furent immédiats. Le 3 septembre, les nations alliées et le gouvernement italien signèrent une armistice à Syracuse, tandis que l'armée britannique franchissait le détroit de Messine sous la protection des tirs des canons du général Montgomery. Une semaine plus tard, Mussolini, le premier des dictateurs de l'Axe, prenait la fuite, abandonnant son propre peuple. Le 9 septembre, la marine de guerre italienne, en signe de reddition, vint s'amarrer à Malte sous la surveillance des canons alliés. Et la 5e armée anglaise et américaine, commandée par le général Mark Clark, s'installa fermement sur les plages de Salerne, protégée par les canons lourds de la flotte alliée. Si la traversée du détroit de Messine fut une promenade, à Salerne, ce fut l'enfer. Mais 88% des cargos arrivèrent sains et saufs à Mourmansk. Et pour couronner la fin de l'année 1943, le 26 décembre, l'un des plus formidables cuirassés allemands, le Scharnhorst, fut attaqué par la marine de guerre britannique. Le cuirassé fut coulé, sans laisser de survivants, par le HMS Duke of York. Les Alliés gagnaient la bataille des mers. Winston Churchill déclara que la guerre connaîtrait son tournant décisif le jour où les Alliés envahiraient l'Europe de l'Ouest en 1944. En réponse, Hitler ne put qu'adresser à ses concitoyens une injonction pleine de menaces. En décembre, à la réunion de Téhéran, les Alliés se mirent définitivement d'accord sur le calendrier et le déroulement des opérations militaires contre l'Allemagne. Le monde apprit alors le nom de ceux qui allaient commander les forces alliées sur le continent européen. Le commandement suprême était confié au général Eisenhower. Le sous-commandant en chef était l'Air Chief Marshal Sir Arthur Tedder. Les commandants en chef sur le terrain étaient le général Sir Bernard Montgomery et le lieutenant-général Omar Bradley. Le commandant en chef des forces navales alliées était l'amiral Ramsey. À l'Est, le talent, l'expérience et l'habileté des chefs russes, Zhukov, Pozovsky, Konev,
Tobilken et Malinovski les confirmèrent dans leur rôle. L'offensive russe continua sans s'arrêter vers la Lettonie et la Pologne, et les derniers Allemands furent expulsés de la Russie blanche et de l'Ukraine. L'Angleterre devenait maintenant le centre nerveux de la guerre. La dernière scène du dernier acte se mettait en œuvre. Le prélude stratégique avait démarré sur les aérodromes militaires britanniques. À travers l'Europe occupée, les populations levaient les yeux, réconfortées par le nombre des traînées de vapeur qui striaient le ciel. Elles étaient chaque jour plus nombreuses. Trois batailles majeures eurent lieu durant l'offensive aérienne de 1943. Le bombardement de la Ruhr commença le 5 mars à Essen. Celui de Hambourg se déroula du 24 juillet au 3 août.